Alors bonjour à tous et bienvenue sur Miles and Minds podcast. Aujourd'hui, je suis avec Blaise Dubois, référence mondiale en matière de prévention des blessures en course à pied. Blaise, merci d'être là, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Enchanté. Enchanté, je suis très heureux de t'avoir ici, qu'on puisse discuter de ton travail et de différents sujets autour de voilà, ton travail, ton parcours. Ça va être vraiment intéressant et je suis content de pouvoir le partager avec nos auditeurs. Donc, dans ce podcast, on rencontre les personnalités, les esprits qui marquent l'endurance. Donc, toi, tu es physiothérapeute de profession depuis plus de Oui, 20 ans. En 2008, tu fondes la Clinique du Coureur, organisme de exact. formation pour les professionnels de santé, passionnés de sport. On a aussi entendu parler de toi pour tes idées novatrices en matière de médecine du sport, idées que tu partages notamment en tant qu'auteur, conférencier. Tu es aussi père, grand-père. Comment ça va, Blaise? Ça va très bien. La vie est chargée, mais elle est heureuse. Parfait alors. Avant d'évoquer ton travail, j'aimerais, comme on le fait pour chaque invité, revenir à toi avant tout, à ton parcours, ton enfance. Toi, dans les années 70, quel type d'enfant es-tu? Alors moi, je suis né en 1973, donc je grandis en Suisse avec ma mère et mon frère dans des villages des montagnes suisses. Je ferai entre autres 3 ans dans un village qui s'appelle Seux, qui est un petit village dans les Franches-Montagnes et qui, en fin de compte, je vais grandir là à explorer la nature, courir tous les jours pour le plaisir, être très actif, avec une mère un peu bohème qui, en fin de compte, on vit dans une énorme simplicité, mais avec beaucoup, beaucoup de bonheur et puis, en gros, c'est ça. Ça, c'est jusqu'en 1900 justement 80, heu, même 83 où là, on immigre au Québec, j'ai 10 ans et là après, à 10 ans, là, on immigre sur une ferme au Lac-Saint-Jean au nord du Québec et là, ben, c'est l'abondance, c'est le je suis avec mon cousin, on est sur une ferme, on a quand je dis c'est l'abondance, c'est que, heu, on a, on a tout ce qu'il faut, en fait et puis, c'est là à 14 ans où je vais vraiment me passionner pour la course à pied de façon régulière. Donc tu le dis, tu grandis dans une famille un peu bohème, un peu artiste. Donc toi, à ton jeune âge, tu es déjà intéressé par, le sport, le corps. Est-ce que tu as déjà cette idée d'entre guillemets «de métier»? Alors quand je suis plus jeune, non, donc en Suisse, là, je suis plus, explorateur, devenir trappeur, aller jouer avec les Indiens à la conscription que j'ai dans ce temps-là du Canada. Mais après ça, quand on immigre au Québec, là, on travaille s je suis sur une ferme, on travaille beaucoup sur la ferme. J'élève des lapins et puis, à 14 ans, j'ai le désir de commencer la course à pied en me faisant l'idée que j'irais aux Olympiques sur marathon et c'est là que j'ai commencé à m'entraîner très sérieusement, à courir tous les jours et c'est ça qui va m'amener vers la physiothérapie en étant blessé, en ayant des petites problématiques, jouer aussi au foot dans ce temps-là et en rencontrant des physiothérapeutes qui me donnent le goût à cette profession. Voilà. Et est-ce que, ce sport, donc la course à pied que tu commences assez tôt, elle vient aussi du fait d'avoir été entouré de sport ou au contraire, tu pas si entouré de sport? Pas du tout, mais vraiment pas. En OK. fait, j'étais entouré en fait, on avait du sport à l'école et j'avais du plaisir à faire du sport à l'école. Je fais sur l'heure du dîner, en fait, on rentrait pas à la maison, donc on jouait à des sports sur l'heure du midi et puis, mais en fait, moi, je suis dans un milieu où faire du sport fait pas trop de sens parce que tu brûles de l'énergie à rien faire quand tu peux décharger des chars de foin, travailler sur la ferme et puis, là, ton énergie, elle sert à quelque chose. Donc non, l'environnement direct n'est pas propice du tout au sport. Elle est beaucoup plus propice au travail et faire des jardins, décharger les chars de foin, élever des animaux, tirer le lait et cetera et puis, c'est plus à l'école que j'ai cette piqûre-là parce qu'en plus, j'ai probablement une génétique de VO2 qui est minimalement correcte pour que quand je suis plus jeune, j'ai du plaisir à gagner les 1000 mètres à l'école, au primaire. Donc, ça veut dire que j'aurai un petit peu de cardio, puis le fait d'être actif, le fait de travailler sur la ferme, probablement me donnait, une bonne santé générale qui faisait en sorte que j'étais un peu plus performant que les autres sur ces distances-là. OK. Qui m'a donné le goût. Ouais, OK, c'est intéressant. Tout à l'heure, tu nous disais, tu déménages du coup au Canada à 10 ans, si j'ai bien compris. ouais, Est-ce exact. que malgré, ce jeune âge, quand tu arrives au Canada, tu sens une atmosphère, peut-être différente là-bas qui te f ensuite t'a fait évoluer d'une certaine manière? Oui, ben, tu sais, comme en Suisse, je suis un peu on est dans une, quand j'habite à Seuil et que je vais à l'école, on est, 9, non 7 excuse, de la première à la 9e année, tous dans la même classe. OK. Donc, tu as tous les agriculteurs du coin, c'est un petit village
dans les montagnes suisses et là, on est tous dans la même école et ce que ça fait finalement, c'est que, les contacts humains avec les enfants de mon âge, il y en a très peu en fait. Je joue beaucoup dehors tout seul et ainsi de suite. Quand on arrive au Québec, d'abord, on déménage avec mes 3 cousins qui ont le même âge, ils se suivent à 1 an près et il y a moi puis mon frère en plus entre les 2. Donc on est 5 garçons, tous à peu près le même âge et là, on a beaucoup de plaisir bien évidemment à jouer ensemble, mais on va dans l'école secondaire où là, il y a, plusieurs classes du même âge. Mmh. Donc on est, d'abord au primaire, ensuite au secondaire et puis, là, c'est la socialisation, complète, mais une socialisation quand même difficile parce que on arrive au Québec avec, les cheveux longs, quand tout le monde a des cheveux rasés, c'est la mode des cheveux rasés au Lac-Saint-Jean. Heu, Ma mère, tricotait les tuques et les tuques au Québec, on dit les bonnets OK. et puis les chandails et puis, elle filait la laine pour les faire. On mangeait déjà du tofu puis des tranches de jambon qui était du vrai jambon fumé de chez nous, avec des cochons qu'on avait élevés. Bref, on était un peu bizarre, pas mal bizarre. En plus, on était les seuls qui allaient en morale parce que dans le temps, il y avait la religion à l'école et ma mère était athée puis, elle nous envoyait en morale tout simplement. Donc, ça fait en sorte qu'on avait vraiment on clashait beaucoup par rapport à ce que les autres vivaient. Donc, on était très, très différents. Donc, c'était un vrai, apprentissage social que de gérer le fait de se faire un peu, embêter à l'école, voilà. Donc c'était j'ai pas des mauvais souvenirs, hein, mais c'était quand même rude. Il y avait quand même, un petit peu de il fallait faire sa place minimalement, ouais. OK, et en grandissant là-bas, comment ton projet professionnel, il se développe, il se précise, vers ce que tu fais actuellement? Alors j'ai eu une enfance qui était très, sur la liberté, la création. On arrive au Canada, on est beaucoup, dans le travail pour produire quelque chose. J'élève des lapins qui est un peu de l'entrepreneuriat, parce que j'élève des lapins, je construis des cages, je les accouple, je vais acheter le bois, j'achète le matériel, Mmh. mais en vendant les lapins après ça, pour les manger bien évidemment, en fait compte, je fais un petit peu d'argent et donc très jeune, hein, ça c'est, j'ai 12, 13, 14 ans là. Je c'est un processus en fin de compte qui m'habite déjà, tout ce qui est entrepreneuriat, gestion de différentes choses et puis, la course à pied m'intéresse, simplement parce que j'ai un petit peu de talent puis j'ai découvre un plaisir donc, je commence à courir sérieusement, à faire des courses tout l'été, toutes les fins de semaine, il y avait des courses populaires donc on faisait des 5 kilomètres, et puis, l'objectif c'était de s'entraîner pour pouvoir un peu performer. OK. Mais c'est après, plus tard, que je vais à Sherbrooke, c'est 5 heures au nord du Lac-Saint-Jean, pour au sud du Lac-Saint-Jean, excuse, pour aller jouer au foot avec l'équipe qui était championne provinciale. Le cégep, c'est le pré-universitaire, donc vous appelez ça, je crois, le bac en France, c'est ça. Donc, je vais jouer au foot avec eux, je faisais encore de la course, mais je mélangeais un peu les 2. Et là, j'étudie dans les sciences pures, donc avec l'idée d'aller dans le domaine de la santé. C'est là que je rencontre, Heu, quelqu'un qui s'appelle, Denis Pelletier, qui a été Oui. président de notre ordre professionnel, mais qui, Denis Pelletier, en fin de compte, sera la personne qui va me donner le goût de devenir physio. Donc, voilà et ça prendra ça pour après ça aller à l'Université Laval et aller, étudier en physiothérapie. OK, et ce côté, scientifique que tu as plus tard, développé, est-ce que c'est plutôt, tes professeurs qui t'y ont, poussé, ou c'est vraiment un chemin personnel? Hem, Depuis toujours, j'ai été habité par le désir de connaître des choses, de valider mes connaissances, d'avoir une cohérence dans mon cerveau de l'ensemble des informations qu'on a. Est-ce qu'ils sont cohérents ensemble? Ça, c'est sûr que ça m'habite depuis longtemps. Mais à l'Université Laval, à la faculté de médecine en physiothérapie, il y a un volet très on est très, c'est une éducation qui est très basée sur la science et qui a teinté mon esprit scientifique certainement. Et quand je suis sorti de l'université, c'est là que j'avais ce désir de lire la littérature, de découvrir des connaissances pour me perfectionner comme physiothérapeute spécialisé en course à pied. Et là, j'ai commencé à avoir du plaisir à lire la littérature et à vraiment, et à me construire en fin de compte comme professionnel de la santé et comme futur enseignant, de la clinique du coin. OK. Alors je me permets de faire un petit point, justement, là qu'on est sur le domaine de la science. Je sais que pour ma part, je trouve assez compliqué, de s'intéresser en tant que coureur aux papiers qui sortent et de savoir faire le tri. Tu l'as déjà dit Ouais. par le passé, il y a tellement de papiers qui sortent aujourd'hui qu'on pourrait forcément, trouver quelque chose qui va dans notre sens selon ce qu'on recherche.
Comment Ouais. faire le tri sans savoir, sans avoir l'expertise que toi tu as? Alors c'est très difficile. C'est très difficile d'abord d'avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir analyser la science. Tu pourrais, par exemple, dire: «Moi, j'ai envie de cette rigueur scientifique, j'ai envie d'avoir les connaissances pour pouvoir, si je trouve un papier scientifique, analyser, le critiquer, savoir si c'est un bon papier ou si c'est pas un bon papier, s'il a été publié dans une revue prédatrice ou une revue, de qualité» et l'ensemble de tout ça, en fin de compte, ben, il y a possibilité de l'apprendre. Exemple, la Clinique du coureur donne un e-learning de 8 heures sur ce processus scientifique. Comment faire une recherche, comment être critique, comment analyser tout ça. Donc, on a une super formation qu'on donne en e-learning, en fin de compte, que tu peux suivre à ta guise. Une fois, par exemple, que tu as fait cette formation, ben là, tu sais comment aller chercher des papiers scientifiques, comment les critiquer, comment avoir ça. Mais après ça, il y a une pratique aussi. Si tu fais le cours et que tu vas chercher quelques articles, peut-être que ça va être laborieux. Pour un coureur, c'est certainement laborieux. OK. Pour un professionnel de la santé, c'est un petit peu plus facile. On a quand même un bagage scientifique. Mais encore une fois, beaucoup de professionnels de la santé manquent de rigueur. Et la grosse problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que l'ensemble de l'information de la population et surtout des coureurs vient d'influenceurs, via des médias sociaux comme par exemple Instagram, qui sur des 90 secondes vont donner des punchs, des choses qui, bien évidemment, manquent de nuances. Et c'est vrai aussi pour quand on extrait un 90 secondes d'une conférence que moi j'ai donnée, par exemple, ben, souvent on va prendre ce qui est punchy, ce qui est intéressant pour le lecteur, qui va l'interroger, le questionner, qui va lui donner le goût d'aller voir le podcast ou d'aller voir la conférence. Mais il reste que cette formation bien des 90 secondes par des personnes qui souvent en plus manquent de rigueur et qui n'ont pas de bagage scientifique et qui disent souvent n'importe quoi, ben c'est compliqué. Il y a énormément de coureurs qui s'éduquent avec de l'information qui est absolument non validée, qui veut absolument rien dire. Donc, il y a une complexité en 2025, en fin de compte, envers cette abondance de connaissances qui affluent de partout, dans lequel il y a 90 de junk, de mauvaises informations. Mmh. À l'opposé d'il y a 15 ans, où l'information était présente, mais on n'y avait pas accès. Donc, ça prenait des scientifiques qui allaient chercher cette information-là dans les revues scientifiques pour en faire des synthèses qu'ils divulguaient par la suite avec des courriels, avec des blogs ou etc. Maintenant, avec l'ère des médias sociaux, c'est beaucoup plus rapide, mais il y a malheureusement beaucoup plus de cochonneries. OK. Ouais, donc le premier pas, c'est vraiment de s'intéresser déjà à ce qui est, confirmé et ce qui est précis, et documenté, plutôt que chercher la rapidité. Oui, mais comment tu fais ça? À qui tu fais confiance? Mmh. Il y a des institutions, universitaires crédibles, des institutions privées comme la Clinique du coureur qui a 8 PhD maintenant qui travaillent dans l'équipe de recherche, avec des veilles scientifiques qui se font de la littérature de façon systématique. Donc, à toutes les semaines, on essaie de regarder qu'est-ce qui est sorti. On essaie pas, on fait tout ce qui est sorti en fin de compte dans la littérature et on prend tout ce qui est pertinent pour le professionnel de la santé. Est-ce qu'il faut changer ses pratiques? Est-ce qu'il y a une nouvelle évidence qui nous montre que finalement, s'étirer, c'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose? C'est ça, en fin de compte, c'est d'aller chercher cette information-là et de donc faire confiance à des organismes crédibles qui sont extrêmement rigoureux. Aujourd'hui, la Clinique du coureur, dans son processus pour divulguer de l'information, est irréprochable à tous les points de vue. Et on a beaucoup de débats à l'interne pour s'assurer de dire les choses avec justesse. Et même s'il y a toujours une interprétation de la science, quand on débat entre scientifiques sur cette science-là, on arrive à en faire émerger l'essentiel et ce qui est juste et bon pour le coureur. Ouais, et puis c'est intéressant, je pense que c'est un travail, simple, qui permet de pérenniser aussi, la clinique du coureur et bah, avoir des informations, fiables, quoi. Effectivement, ouais. OK. Donc je vois de faire un saut en avant. Ensuite tu es diplômé, tu donnes des cours à l'université. Quel type de cours donnes-tu? Alors, à l'université, j'ai enseigné pendant 4 ans en médecine, aspect diagnostic membre inférieur. Après ça, j'enseigne un segment dans un cours sur le diagnostic du membre inférieur, encore une fois. Et je donne aussi une formation dans le cours de thérapie du sport, sur lequel il y a beaucoup d'intervenants, mais je donne quelque chose de spécifique sur la course à pied, autant laboratoire pratique que le cours théorique, où on parle de course et de quantification du stress et de sprint, et etc. OK, et à cette époque-là, est-ce que tu as déjà, la clinique du coureur en tête? Alors ça, c'est actuel, que je donne ça. Quand je sors de l'université Laval,
Je donne des cours d'anatomie sur cadavre. Ça, c'est ce que je fais au début et là, on est en 98 et mon désir à ce moment-là, c'est vraiment d'être un bon clinicien. Donc, je fais beaucoup de formations post-graduées pour améliorer mes compétences comme clinicien et c'est en 2001 que je vais commencer à donner beaucoup de conférences, que je vais en 2005, je fais le premier cours de la clinique du coureur, mais qui ne s'appelle pas encore la clinique du coureur, mais j'ai une formation que je viens de monter qui est prévention des blessures chez coureurs. Et en 2008, je vais prendre 3 mois sabbatiques, partir dans l'Ouest et concevoir l'entreprise, la clinique du coureur. Donc, le logo, le site web, comment faire son développement, aller à l'international, et cetera. Et c'est dans un 3 mois de sabbatique pour apprendre l'anglais dans l'Ouest canadien. Je dis apprendre l'anglais, c'est le perfectionner, mais ce qui n'a pas été très, très, très réussi, mais en fait, c'était pour enseigner un peu partout dans le monde les cours de la clinique du coureur. OK. Et je me demande, à tes débuts, comme ça, quand tu commences à prendre des positions sur certains sujets en course à pied, est-ce que c'est dur d'être sûr de soi, de se sentir, légitime? Ça, c'est très relié à la personnalité des individus, hein, j'ai jamais eu peur de m'affirmer, j'ai grandi à contre-courant, faut se rappeler de ça, donc c'est sûr que en grandissant, de façon très marginale par rapport à ce qui se faisait dans la société, j'avais pas peur de la critique nécessairement. J'avais pas peur non plus, si j'avais une conviction, de l'énoncer. Après, tout dépend, ta confiance vient beaucoup de la rigueur que tu as pour un sujet. Donc, moi, je fouillais la littérature, je voyais que ça contredisait ce que j'avais appris à l'université, qu'il fallait changer nos pratiques. Et je donne un exemple tout simple. On nous a toujours dit que les pieds plats, c'était des pieds problématiques, qu'il fallait des antiprodateurs dans les chaussures, il fallait des semelles orthopédiques, des orthèses plantaires pour ne pas développer de blessures. Et quand je commence à fouiller la littérature, ben, je réalise que les études prospectives ne montrent pas d'effet sur l'incidence des blessures. Ce n'est pas un facteur de risque. Je me dis: «Mais comment se fait-il que la majorité des Noirs africains de l'Ouest principalement ont les pieds plats et donc tous les Américains, l'Afro-Américain en fin de compte ont les pieds plats?» Heu, Pourquoi ça serait vraiment un problème si c'est un trait génétique, si ça vient de tes parents, si tu es complètement adapté à ça? Et je questionne ces choses-là et je commence à enseigner de dire: «Non, il faut qu'on arrête de regarder les pieds plats, on s'en fout des pieds plats, ça n'a rien à voir». Et dans le temps, la littérature était moins solide. Maintenant, on a une tonne de papier qui nous montre qu'effectivement, on s'en fout complètement du pied plat. Ce n'est pas un facteur de risque, ça n'a rien à voir avec les pathologies de l'appareil locomoteur. Et mais dans le temps, ça clashait et tous les professionnels de la santé considéraient ça comme des facteurs de risque. Dans tous les textbooks de médecine, on avait le pied plat et le pied creux comme 2 facteurs de risque, existants. Donc quand la clinique du coureur, en fin de compte, voit tout ça, quand moi je réalise ça, puis que je l'intègre dans les cours, ben, j'ai la force de mes convictions de dire aux professionnels de la santé: «On s'est égaré, il faut, changer notre vision des choses». Et j'ai aucune gêne, mais aucune, à divulguer ces choses-là parce que je suis très confiant dans ce que je donne. Parce OK. que c'est basé sur la science, parce que c'est rigoureux, parce que c'est cohérent. OK. Donc tu nous parles aussi de la fondation du coup de la clinique du coureur en 2008. Toi, quand tu fondes cette, clinique du coureur, quelle est ta volonté, pure? C'est quoi la volonté, 1re derrière ce projet-là? Simplement éduquer les professionnels, de la santé aux meilleures pratiques parce que je voyais beaucoup de choses qui étaient différentes de ce que les professionnels pratiquaient. Mmh. On utilisait beaucoup de modalités passives, on n'enseignait pas assez d'exercices, on ne savait pas c'était quoi la quantification du stress mécanique. On disait juste aux patients: «Pas progressif, point». Quand j'ai développé l'outil de la quantification du stress, mon objectif, c'était de dire, ben, moi, ça a changé ma pratique, ça a révolutionné ma pratique. J'ai beaucoup plus de succès avec mes patients qui comprennent maintenant comment être progressif. En regard de ce que je leur explique, je veux que les autres professionnels de la santé comprennent et appliquent ces concepts-là aussi. Donc, c'est vraiment dans un désir de partage, en fin de compte, que je développe la clinique du coureur et le site web regorge d'informations. Tu sais, avant de faire la clinique du coureur, j'allais à l'Université Laval, je sortais des articles papier, bien évidemment, dans ce temps, on n'avait même pas de PDF, imagine. On allait faire des photocopies papier et on avait des photocopies papier sur lesquelles on mettait du fluorescent pour, les choses et je faisais un résumé, en fin de compte, courriel que j'envoyais à mes banques de médecins, de physio. J'avais 5 000 personnes en banque. J'avais fait des banques, de toutes les sortes de professionnels et quand il y avait un article pertinent, je l'envoyais à différentes banques.
et gratuitement, bien évidemment, dans l'idée de partager les connaissances et de faire, tu sais, comme physiothérapeute, on partage beaucoup de connaissances avec les coureurs, avec les patients. Et entre professionnels, on a beaucoup de formations qui nous aident à s'enrichir les uns les autres. Donc, mon objectif, c'était vraiment ça. Et bon, après, j'ai commencé à dire, ben, ça serait intéressant aussi d'y aller en anglais, puis d'y aller en Europe, et puis d'ouvrir ça aux Italiens, puis aux Espagnols. Et puis, finalement, aujourd'hui, on enseigne dans 15 pays en 7 différentes langues. OK. Donc, voilà. Ce projet, il a dû te donner énormément, en plus de l'expérience que tu avais déjà, d'expérience dans l'enseignement, dans la formation. Comment on passionne, comment on intéresse, ses élèves? Ben, je pense que quand on est, nous, passionnés par un sujet, ça transpire et ça se transmet aisément. Moi, quand j'enseigne, j'adore enseigner, j'adore échanger avec les gens, donner de l'information. J'adore qu'on me contredise, qu'on me dise: «Mais on n'est pas d'accord». Il y a quelqu'un qui disait le contraire, il y a une étude qui disait le contraire. Parce que cette recherche de, je vais dire, de vérité, cette recherche des fondamentaux, d'être cohérent avec ce qu'on connaît, puis de se baser sur des données probantes et non pas n'importe quelle bêtise qui est divulguée dans l'espace public. Moi, ça me tient vraiment à cœur. Donc cette passion, je la transmets probablement aux élèves. Et puis, quand on finit les cours 1.0, le fondamentaux de la clinique du courant est comme le cours de base, ben, les gens sont, super satisfaits parce que ultra motivés à changer certaines pans de leur pratique, à améliorer leur patron de course, à peut-être changer leur grosse godasse énorme qu'ils ont acheté, qui se sont fait vendre parce qu'ils n'en ont aucune idée pourquoi, puis de réaliser que ça altère la biomécanique. En fait, quand on apprend quelque chose, quand on s'enrichit de la connaissance des autres, c'est toujours, extrêmement intéressant. Moi, je le fais, très, très fréquemment de mon côté en suivant des formations, des cours avec d'autres professionnels Ouais, donc et en à fait, échanger énormément. ça vient d'une passion déjà que toi tu as et que tu veux partager. Oui, effectivement. OK. Est-ce que vous avez des objectifs, à moyen, long terme, la clinique du corps? Heu, ben, écoute, on s'est adressé pendant des années aux professionnels de la santé. On a commencé à s'adresser aux professionnels de l'entraînement, donc tout ce qui est coaching et ainsi de suite. Et puis, on a fait une start-up qui est le coaching du coureur, donc qu'on a démarré pour s'adresser aux coureurs directement, donc lui faire des programmes, des conférences, des formations, des cours, mais pour le coureur, tandis que la clinique du coureur s'occupe des professionnels de la santé et de l'entraînement. On a aussi dans notre écosystème développé Walden Aventure, qui est un organisme, une agence de voyage, donc qui organise des formations au Kenya, qui organise toutes sortes de choses, des week-end chocs au Québec, entre autres. On va organiser des choses en France prochainement. Donc, Walden Aventure a cette idée-là. On organise aussi des événements. On a créé un OBNL, un organisme à but non lucratif avec les événements. Il y en a 3. Il y a le 5 kilomètres et le trail qui est au lac Beauport, au Québec, qui sont des courses très populaires. Le 5 kilomètres, c'est la course la plus relevée du Québec, toutes courses confondues. C'est vraiment, il y a une densité de bons coureurs qui est énorme. Et puis le trail, ben, c'est une des plus grosses courses au Québec aussi. Puis là, on vient d'organiser la première course de trail à Item. On a fait la deuxième édition. On va aller vers la troisième édition au mois de mars. Et et voilà, et dans cet écosystème, en fin de compte, on a mis en place, hem, une structure, une gouvernance affranchie, donc sans patron, où on travaille avec des expertises en cellule et puis, je ne suis pas le patron d'aucune de ces entités-là, je suis le fondateur et puis, je suis un conseiller expert, fréquent parce que j'ai une expérience entrepreneuriale, parce que c'est moi qui est le plus vieux de l'équipe, donc j'ai de l'expérience, mais sinon, je ne prends pas plus de décisions que les autres collègues, dans ces, entités-là. Et à quel point c'est important pour toi d'être impliqué dans, différents projets comme ça en même temps? Ben c'est plus que moi, je suis un créatif, donc j'ai plein d'idées, plein de choses, d'autres dans l'équipe aussi, bien évidemment, mais hem, le fait d'avoir envie de mener des projets, ben, en fait, quand tu arrives à un moment donné où il faut que tu t'entoures de gens qui sont capables de porter ces projets-là. Donc même si tu as la meilleure des idées, faire avancer ton idée tout seul, ben, ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour la mettre en place, pendant que d'autres énergies émergent et que tu puisses rien faire avec parce que tu es pris dans un truc. Donc c'est sûr que moi, j'aime beaucoup, créer des idées, faire des projets, je te donne un exemple, moi, j'ai 3 enfants, je suis grand-père d'une petite fille. On est incapable de trouver des chaussures, accessibles
et de bonne qualité pour des enfants, sans déformer leurs pieds, donc des cycles anatomiques, 0 drop, pas d'amorti. Et puis, ben, après un certain temps, on a dit: «Bon, ben, c'est assez, on décide de faire une chaussure». Donc on a engagé une patroniste, on a dessiné la chaussure, on a fait une chaussure pour enfants, on a fait produire des moules et puis, ben, on a décidé de se lancer et c'est un projet complètement rien à voir, mais Personnel. i c'est ça, il faut trouver un chargé de projet qui va, sur une idée géniale, pouvoir mener ce projet-là, plus à fond. Ouais, donc tu es entouré de gens comme toi, tout aussi créatifs. Oui, il y a des gens très créatifs, puis il y a beaucoup de personnes doers qui font les choses. Parce que tu peux avoir des bonnes idées, mais à un moment donné, pour les faire avancer. Donc là, on a toute une équipe à la Clinique du coureur qui a des expertises en technologie de l'information, en médias sociaux, en médias général, en communication, en web, en programmation. Donc, ça prend une équipe complète et bien évidemment, toute l'équipe de recherche, de création de contenu qui, elle, est très importante aussi. Alors j'aimerais continuer notre conversation en s'intéressant un peu plus en détail aux blessures du coureur, aux mythes qui peuvent exister. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de nos auditeurs qui attendent, forcément cette partie-là. Toi, quelles sont les blessures auxquelles tu es le plus, confronté et pourquoi, selon toi, elles surviennent principalement? Ben, les blessures les plus fréquentes, c'est en numéro un les douleurs fémoro-patellaires au niveau du genou. On a chez le marathonien les bandelettes iliotibiales, qui sont aussi une pathologie, assez fréquente. On a, la tendinopathie achilléenne, les périostées tibiales, la fasciapathie plantaire, heu, et puis les fractures de stress. Donc là, on a 6 pathologies classiques qui sont les plus fréquentes chez le coureur. Je pourrais les reprendre une par une, hein, puis te donner des petits trucs, mais tu sais, les douleurs de rotule au niveau du genou qu'on appelle douleurs fémoro-patellaires, heu, souvent causées par trop de volume et d'intensité et chez le marathonien et surtout si on fait des grands pas avec des grosses chaussures. Donc c'est très stressant pour cette structure-là, très fréquente chez le débutant. La deuxième la plus fréquente chez le débutant, c'est la périostite tibiale, ce qu'on appelle le medial tibial stress syndrome dans la littérature scientifique. C'est les douleurs en interne de la jambe et ça, c'est relatif à de l'intensité. J'ai fait trop de montée, j'ai fait trop de vitesse et non pas le volume que tu fais. Et, et voilà. Puis après ça, tu as les bandelettes iliotibiales sur le côté du genou, au bord externe du genou, qui, lui, cette pathologie-là, en fin de compte, est vraiment une pathologie de marathonien, d'ultra-trailer. C'est quand tu fais beaucoup de volume à basse vitesse et surtout si tu descends que tu viens stresser ta bandelette iliotibiale. Tendon d'Achille, faire de la vitesse, sauter sur la pointe des pieds, c'est ultra stressant. Donc, il faut y aller graduellement. Sinon, si on n'est pas habitué, ça peut être un irritant. Et fasciapathie plantaire, c'est les aponevrosites en France. C'est les douleurs qui sont au niveau du talon, qui est une autre pathologie très fréquente. OK, ouais, donc là, tu évoques déjà différents, paramètres qui, bah, causent un peu ces blessures. Dans la même idée, quel est l'impact du repos, du sommeil dans la prévention des blessures? Est-ce que c'est une grande partie? Est-ce on le sous-estime ou au contraire on le surestime? Oui, on le sous-estime beaucoup. On le sous-estime énormément chez les personnes qui prennent de l'âge. Donc, quand tu es plus jeune, le manque de sommeil a moins d'influence sur tes pathologies. Elle en a une quand même, hein, mais elle en a moins. Tandis que quand tu prends de l'âge, 40, 50 ans, là, le sommeil devient un élément essentiel à la prévention des blessures. On a des études nombreuses aujourd'hui hein, qui précisent en fin de compte cette partie-là. Autant sur, les maladies, sur le système immunitaire que sur les maladies cardiovasculaires, que sur, les blessures musculo-squelettiques traumatiques et non traumatiques. On a des papiers qui nous montrent que si tu es en manque de sommeil, tu es clairement plus à risque de développer des pathologies. Et est-ce que tu dirais la même chose pour, ce qui est du stress? Mais je parle plus du stress, social, psychosocial? Oui, mais c'est beaucoup moins bien défini, c'est beaucoup plus difficile à juger, mais c'est sûr que si jamais tu as des niveaux de stress qui produisent du cortisol, des hormones de stress, ouais, c'est pas, d'en produire trop, c'est pas l'idéal, Mmh. effectivement. Tout à l'heure, tu évoquais aussi, les chaussures. Je trouve que lorsqu'on achète des chaussures en tant que coureur, on peut se perdre un peu, entre tous les éléments, la pronation, le drop et cetera. Ouais. Comment bien choisir une chaussure de course pour minimiser le risque de blessure? Alors tu dis: «On peut se perdre», mais on se perd pas beaucoup. Tu rentres dans une boutique, ils ont que des grosses golasses. Mmh. C'est sûr que tu ressors avec une grosse golasse, mais c'est sûr et certain, hein, c'est 100 sûr maintenant en Europe
que tu rentres dans n'importe quel magasin, tu ressors avec une chaussure maximaliste. Hem, bon, après ça, on va faire croire que si tu as un pied plat, un pied pronateur, ben, l'antipronateur est préférable. C'est invalidé par la science aujourd'hui, avec des tapis de qualité en plus. On va dire que si jamais tu es lourd, tu veux réduire le stress sur le squelette, il faut que tu aies de l'amorti dans tes chaussures. Ça aussi, ça a été invalidé. C'est pas vrai que l'amorti prévient les blessures. En fait, on est sur des fausses croyances. Le dernier, c'est le drop, c'est l'élévation du talon. Le fait que la hauteur du talon soit plus haute que la hauteur de l'avant-pied. Et ce drop, encore une fois, avait des promesses de santé sur différentes pathologies. On voit que ça change absolument rien sur l'incidence d'aucune pathologie. Donc, euh, donc bref, en fait, c'est que le marché aujourd'hui nous impose son marché de la chaussure moderne. Elle nous impose d'acheter des chaussures maximalistes avec de plus en plus d'amortis. Là, il y a eu la mode des plaques de carbone, de la rigidité. Maintenant, il y a la mode de l'amorti. Donc là, Nike vient de sortir sa 55 millimètres de stack. Là, on est dans une super méga grosse chaussure et en laissant croire qu'il y a des athlètes de haut niveau qui s'entraînent avec ça pour prévenir les blessures quand on sait que ça change absolument rien. Les athlètes sont toutes bernées aussi, par les marques, hein. On leur dit: «Non, non, mais il faut que tu portes telle chaussure pour prévenir les blessures» et puis, ben, toutes les évidences nous montrent que finalement, on change absolument rien à l'incidence des blessures avec les chaussures. À la limite, la chaussure moderne, avec plus d'amorti, avec plus de drop, avec plus de poids, a tendance à changer la biomécanique pour des paramètres qui ne sont surtout pas associés à la prévention des blessures, qui sont même associés à une augmentation du risque de blessure. Donc, je te donne un exemple. Plus tu mets de l'amorti dans les chaussures, plus elle est lourde, plus ta cadence va être lente. Plus tu vas faire des grands pas, plus tu vas frapper le sol avec vigueur parce que cette chaussure t'empêche de bien sentir le sol. Et ce que ça fait, c'est que le niveau de stress sur le genou augmente. Et ben, si tu n'es pas pleinement adapté à cette chaussure-là, qui a changé ta biomécanique, ben, clairement, tu es plus à risque de développer une pathologie. OK. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a rendu une population complètement dépendante des grosses chaussures. Et cette population-là ne peut pas, si ce n'est que d'être très progressif, migrer vers une chaussure plus minimaliste. OK, oui, donc entre une chaussure maximaliste et minimaliste, tu préfères largement une minimaliste. Alors, les recommandations, c'est que si tu commences la course à pied, il n'y a aucune raison de commencer avec une chaussure maximaliste. Il y a même beaucoup de raisons de ne pas commencer avec ça. Donc, oui, je te recommande, si tu commences la course à pied, une chaussure plus minimaliste. Mais comme plusieurs coureurs vont t'écouter en ayant une certaine expérience de course à pied, si vous êtes adapté à un type de chaussure pour lequel aujourd'hui vous faites la majorité de votre volume, ben, n'achetez pas du jour au lendemain une chaussure minimaliste, vous allez vous blesser au pied. Parce que votre pied a perdu sa capacité à tolérer de la charge par la protection de la chaussure qui est maximaliste. Donc, si vous avez des habitudes, ben, mon meilleur conseil, c'est de ne pas changer d'habitude si vous n'êtes pas blessé puis vous ne voulez pas améliorer vos performances. Parce que la Bien. chaussure minimaliste peut avoir un rôle à jouer sur les performances. Elle peut avoir un rôle à jouer aussi sur l'adaptation tissulaire, le renforcement des muscles du pied, qu'une influence sur l'ensemble des pathologies. OK, oui, c'est intéressant parce que comme tu le dis, moi, par exemple, quand j'ai commencé, on m'a tout de suite recommandé des chaussures maximalistes. Donc Comme oui, la c'est intéressant. santé malheureusement. Et c'est triste, c'est très triste. Tu commences la course à pied, on devrait dire tout de suite: «C'est mieux de commencer avec des chaussures le plus simple possible, le Mmh. plus bas possible, le plus près du sol». OK. Ah OK, super intéressant. Au niveau des étirements, c'est pareil, on entend, beaucoup de choses, tout et son contraire. Moi, au début, on m'a dit, «Faut surtout pas faire d'entraînement, d'étirement après, faut surtout en faire». J'ai l'impression que c'est surtout oui, soit surtout non. C'est quoi, l'avis de la science? C'est quoi l'avis de Blaise Dubois sur, les étirements? Je j'ai pas beaucoup d'avis personnels, je vais te répondre avec la science. Heu, je te donnerai mon personnel tout à l'heure. La science, en fin de compte, a été beaucoup publiée dans les années 90. En fait, depuis, les années 2000 et quelques, on a à peu près plus aucun papier sur le stretching. C'est à peu près pas étudié. On s'en fout complètement. Maintenant, on est beaucoup plus dans le renforcement du fessier pour la prévention des blessures et ainsi de suite. Mais sur le stretching, on a eu des études qui nous ont montré, en fin de compte, que la flexibilité, les exercices de flexibilité avant une activité pouvaient même augmenter le risque de blessure, mais une chose est certaine, le diminuait pas. L'autre chose sur la performance, c'est que si on s'étire avant, on peut réduire la performance, surtout si l'étirement est maintenu plus de 60 secondes, mais clairement, on ne l'améliore pas avec de la flexibilité en course à pied.
et surtout c'est fait avant et si jamais on le fait après, à distance de l'entraînement, on pourrait peut-être, pour certains individus, avoir une amélioration de la performance. Donc, en gros, c'est ça sur ce qu'on connaît. L'autre chose du stretching, en fin de compte, c'est que ça ne prévient absolument pas les courbatures. Heu donc on s'étire avant, pendant ou après. Si jamais vous en avez trop fait, trop de charge excentrique sur votre muscle, vous avez fait des micro-bris, vous allez courbaturé. Le stretching ne changera rien à tout ça. Donc c'est l'état de la science. Si tu me demandes mon opinion, je me suis questionné plus jeune avant de lire la science, pourquoi aucun des animaux sur la terre s'étire avant d'aller faire du sport, avant de Non. courir après les gazelles? Hem et puis, comment ça se fait qu'on est le seul humain qui a intellectualisé ça? Et puis, j'ai pas été surpris quand j'ai regardé la littérature que finalement, ben, il y avait peu d'intérêt au stretching pour la prévention des blessures. OK. Quels sont les signes, d'alerte qu'un coureur doit apprendre à reconnaître pour éviter une blessure, mais aussi pour aider à différencier une gêne d'une blessure, plus sérieuse? C'est une bonne question. En fait, la douleur, la douleur est un signal qu'on a fait quelque chose qui a stressé de façon trop importante un tissu. Donc même la courbature que tu perçois le lendemain, avec des micro-bris musculaires, c'est que tu en as trop fait la veille. Tu es chanceux parce que c'est un muscle et un muscle, ça répare très vite et comme c'est des micro-lésions, ben, après 3 4 jours, ben, tu as réparé les lésions et tu es capable de réenchaîner avec une activité quelconque. Mais si jamais tu as mal à un tendon, si jamais tu as mal en dessous du pied, tu as mal à quelque part au dos, ben, à partir de ce moment-là, c'est un indice que tu en as trop fait, que tu as surchargé. Donc, j'aurais tendance, moi, comme physio, à toujours dire aux patients, ben, assurez-vous de ne pas avoir mal. Quand vous allez courir, il ne faut pas avoir mal. Après, on va différencier cette douleur ponctuelle tressée sur un tissu d'un inconfort, de je suis fatigué, je suis essoufflé, j'ai l'impression que mes muscles sont sensibles, de façon générale. J'ai des lourdeurs dans les jambes, ben, c'est parce que tu es pas adapté à la course à pied. Il faut que tu ailles tranquillement, il faut que tu augmentes tranquillement. Et là, on ne parle pas de blessure. Mais quand on a une douleur ponctuelle sur un tissu en particulier qui est apparu après un stress, il faut se rappeler que c'est probablement parce qu'on a trop stressé ce tissu et qu'on a créé des micro-processus inflammatoires ou une inflammation réelle. OK. Toi, en étant, toi-même, coureur, malgré tous les connaissances que tu as, est-ce qu'au quotidien, par exemple dans les périodes de rush, tu arrives à garder toutes ces bonnes pratiques? Ben, j'essaye de courir tous les jours. Mmh. Dans mes périodes de rush, je vais faire, 30 minutes. Quand j'ai plus de temps, je vais faire 2 heures. Fait que c'est très variable. Mes bonnes pratiques viennent du fait que je cours sans intellectualiser, avec des chaussures minimalistes, sans montre, au feeling, aux sensations et voilà comment je cours. J'ai OK. pas de programme. Je pars dans la forêt. Si je me sens bien, je fais des intervalles, je fais de la vitesse, je fais quelque chose d'intéressant, mais sinon je fais rien de particulier. OK. Bah, on approche, de la fin de l'épisode, mais avant ça, on a les questions des abonnés. Ouais. On a Nico qui demande: «Est-ce que les coureurs sont trop dépendants de leur montre et de leurs statistiques?» Ah, clairement. En fait, quand tu es la chose avec la montre, c'est que si jamais ça te t'aide à gérer ta planification d'entraînement avec un entraîneur qui va pouvoir t'aider à travers le processus, je dirais: «C'est correct». Le problème avec les montres, c'est que les gens, se font avertir qu'il y a un Strava, c'est que les gens regardent leur pace, ils se déconnectent de leurs sensations personnelles et puis, ben, la montre est malheureusement beaucoup trop utilisée pendant le jog. Alors, si tu la prends avec toi pour collecter de l'info, puis qu'après ça, tu puisses analyser ta course, puis dire: «Oh là, aujourd'hui, mes pulses étaient beaucoup plus hauts, probablement qu'il fait plus chaud et humide que mes habitudes» et que ça s'explique, ben, tu peux avoir une analyse qui est approfondie. Puis si ton entraîneur reçoit ces informations-là, il arrive à prendre ces infos-là pour mieux te guider dans tes zones, dans l'intensité qu'il va falloir que tu mettes. Mais quelqu'un qui a un peu d'expérience comme moi, ça change, mais absolument rien. OK. On a Milly Valoir qui demande: «Est-ce que tu déconseilles de courir tous les jours?» Alors tu viens de nous dire que non, toi tu courais tous les 2 jours? Super! Bah, oui, il faut courir tous les jours. En fait, la meilleure chose qu'on peut faire dans la prévention des blessures, une des meilleures choses après la quantification du stress mécanique, c'est de mettre un stress quotidien. On court tous les jours et souvent, je dis aux coureurs, 5 minutes, ça compte. C'est-à-dire que tu manques de temps, tu as pas le temps de te changer, tu fais tes espadrilles, tes chaussures, excuse, de course espadrilles, c'est au Québec qu'on dit ça.
tu mets tes chaussures de course et puis, ben, tu pars 5 minutes. Et même si tu es en jeans, en pantalon, ton 5 minutes de jog, c'est 900 sauts sur une jambe, 900 sauts sur l'autre. C'est un très bon exercice de stress mécanique et c'est aussi un apprentissage moteur. Tu viens de faire 1800 répétitions de gestuels pour lequel ton cerveau enregistre. Donc, cette séance qui dure seulement 5 minutes, là, on va dire 10 minutes avec les chiffres que je t'ai donnés, ben, ce petit 5 à 10 minutes-là, en fin de compte, peut être déjà suffisant pour créer des adaptations, prévenir les blessures et apprendre à courir plus efficacement pour avoir une économie de course qui est meilleure et être plus performant. OK. Mais oui, tous les jours. Tous les jours, c'est le message. Et enfin, on a Timéo qui demande: «Si vous vouliez changer une chose dans la manière dont les coureurs abordent les blessures, ce serait quoi?» Bien les éduquer sur la quantification du stress mécanique. Ça, c'est la partie, moi, je trouve la plus essentielle. Les éduquer au fait faut qu'ils soient à l'écoute de leur corps. Quand il y a des symptômes qui arrivent, on essaie de déterminer si c'est un tissu qu'on a eu trop. J'ai fait un peu plus de montée que d'habitude. Mon tendon d'Achille gauche, est un peu sensible. Le lendemain matin, je me réveille avec de la raideur. Ben, cette journée-là, je vais aller faire du vélo ou je vais aller jogger un petit jog lent et pas trop long. L'objectif, ce que les coureurs doivent vraiment comprendre, qui est 80 du travail de prévention des blessures, c'est de quantifier le stress mécanique. Doser en fonction de la réponse de notre corps pour s'assurer qu'on évolue. Donc est-ce que tu conseillerais par exemple, de faire du journaling, d'écrire dans un journal, ta pratique au quotidien ou pas du tout? Ben, oui, en fait, ben, maintenant tout le monde est connecté avec une montre, hein, donc je même les journaux, moi je faisais ça quand j'étais jeune, hein, j'avais un journal où j'écrivais tout ce que je faisais. L'intérêt reste quand même de savoir c'est quoi notre volume hebdomadaire à haute intensité ou à plus basse intensité et à partir de ce volume-là, de savoir que mon augmentation a peut-être été un petit peu trop rapide. Je me suis blessé, je me suis irrité le tendon, mais en fait, je viens de sortir d'une grosse semaine où j'ai fait 20 de plus que ce que j'ai fait les autres semaines. C'est plus dans un objectif, je dirais peut-être éducatif. D'avoir un logbook avec les symptômes, ben, ça permet de faire des liens directs et de faciliter la vie de ton kiné, de ton professionnel de la santé. D'accord. Et enfin, une question que je pose donc à chaque invité, si tu devais résumer la course à pied en un mot, une phrase, qu'est-ce que ce serait? Alors un mot, je te dirais plaisir, Mmh. mais si je te donne une phrase et je te donne une réponse qui est très personnelle, heu, pour moi, c'est mon moment de méditation créatif. OK. Moi, quand je vais courir et c'est la raison pour laquelle, je suis pas connecté, j'ai pas de monde, j'ai pas mon cellulaire, je pars courir dans la forêt et puis, en plus, je suis dans la nature et c'est le moment le plus créatif de ma journée et les 30 minutes qui suivent mon jogging, c'est aussi le moment le plus créatif de ma journée. Donc, courir pour moi, c'est me sentir bien dans ma tête. Ouais, c'est vrai qu'il y a une forme de concentration, un peu méditative, ouais, qu'il y a après la course aussi, Ouais ouais. et probablement que je produis des endocannabinoïdes qui me donnent le plaisir que j'ai à aller courir. Mmh, bien Probablement que c'est sûr. ça aussi qui m'aide à faire tout ça, mais voilà. Ouais. Bon, merci pour tout Blaise. Est-ce qu'il y a un produit, un endroit, vers lequel tu veux rediriger nos auditeurs? Un compte, YouTube, Instagram? Ouais, j'ai mon compte Instagram, la clinique du coureur, elle en a plein. Heu et puis on a notre livre, La clinique du coureur, la santé par la course à pied, où il y a 50 experts internationaux qui ont intervenu avec des 2 pages. Donc c'est un livre qui est très riche au niveau science et contenu, mais qui est vulgarisé pour le coureur. D'accord. Oui, donc c'est facile à comprendre, même si on n'est pas, forcément lié à toute cette science. OK. Exact. Merci beaucoup Blaise, merci beaucoup d'être venu sur le podcast, c'était super intéressant. Merci Mathéo, ça fait plaisir. Ciao. Ciao.